ce matin de partager avec vous une conférence que j'ai faite il y a de cela quelques semaines ou quelques mois maintenant sur le dernier ouvrage que j'ai publié qui s'appelle Coaching taoïste des dirigeants du troisième millénaire, donc aux éditions Management et Société. Donc évidemment, c'était une longue conférence, donc là on sera en format court. Forcément, je ferai des choix. Je sais que vous êtes indulgents et donc tout va bien se passer. Donc, on va dire 25 minutes maintenant pour vous présenter tout ça. Et puis, évidemment, ça va susciter des questions de votre côté. Et donc, moi, je suis là pour y répondre et puis traiter le maximum de questions dans les 10 minutes qui suivront la conférence et le webinaire. Vous avez vu, je vous ai envoyé une thématique stimulante, en tout cas qui a suscité votre intérêt, je l'espère. C'est le dirigeant du troisième millénaire, ultime opportunité pour l'humanité. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser en mots. Donc, un carrefour aujourd'hui de société, c'est là pour laquelle j'ai écrit ce livre. Et bien, c'est une question que l'on peut se poser, donc les uns et les autres, malgré tout des dirigeants, à minima des dirigeants de notre propre vie, et puis peut-être pour beaucoup d'entre nous, des dirigeants des autres, avec des équipes et puis des responsables. Donc voilà ce que j'ai voulu dire au travers de ce livre-là. Un mot sur le pitch peut-être, donc qui suis-je? Donc concrètement, moi je travaille j'ai toujours travaillé dans des grandes entreprises et donc j'ai créé une société aujourd'hui qui s'appelle Taoui Organisation pour accompagner bien les hommes, les équipes, les organisations. Donc le pitch il est très court. Donc moi je développe des outils basés sur les enseignements de la nature et de la sagesse taoïste, du bon sens aussi, de mon expérience aussi pour avoir été donc notamment donc le directeur clientèle et mobilité de Tisséo. C'est une entreprise que vous connaissez tous, c'est ça que je la cite aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille à Enedis, je travaille dans le domaine de la communication. J'ai aussi cette société qui me tient vraiment à cœur. Et donc, ça, je pourrais vous en parler plus tard. Donc, pour moi, pourquoi j'ai créé cette société? Pour installer une triple écologie, hein, ce que j'appelle une triple écologie, un triple équilibre, une triple harmonie, à la fois à l'intérieur des managers, des dirigeants eux-mêmes, parce que l'harmonie de leur organisation, de leurs équipes, ça démarre par l'harmonie intérieure, et ça on le sait. Donc c'est la raison pour laquelle il faut bien installer l'écologie et l'harmonie à l'intérieur de soi avant de vouloir l'installer à l'extérieur de soi. Les équipes, bien sûr, et l'écologie, l'organisation de l'entreprise, avec plein de choses derrière. L'envision. Donc, ultimement, pourquoi moi je me suis mis en chemin et je fais ce que je fais? Eh bien, pour évidemment récupérer une performance, hein, mais uniquement pas en tant qu'objectif, la performance, mais en tant que conséquence. Et là, on commence à raisonner comme un taoïste, c'est-à-dire qu'on a bien compris que si on veut des fruits, il faut d'abord faire pousser l'arbre. Et c'est parce qu'on aura un bel arbre qu'on aura des fruits. Et les fruits ne sont pas un objectif en tant que tel, que plutôt que la conséquence d'un arbre qui a su se former, qui a su comprendre que c'était un pommier plutôt qu'un poirier. Et à ce moment-là, l'arbre est en mesure d'apporter des fruits au monde. Mais on ne peut pas chercher à produire des fruits avant de produire et fabriquer un arbre solide et qui sait qu'il est un arbre et à quoi il est destiné. Donc, la performance est une conséquence plutôt que. Donc là, on commence à raisonner en opposition de phase par rapport à nos standards classiques en Occident qui voudraient qu'un objectif, une performance en tout cas, soit un objectif. En Orient, on est plutôt dans la performance conséquence plutôt que dans la performance objectif. Et si je me suis mis en chemin aussi, vous l'avez compris, c'est pour assurer une pérennité à notre espèce. Ça nous amènerait assez loin. Vous avez probablement et peut-être des questions là-dessus. En tout cas, c'est la raison pour laquelle je souhaite faire tout ce que je fais aujourd'hui, à sens, non seulement à ma propre vie, mais aussi peut-être à la vie des autres. Et pour évidemment installer un monde plus harmonieux au sens où peut-être pour chacun d'entre nous, en tout cas, c'est ma volonté, c'est-à-dire léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, un monde peut-être plus harmonieux qu'il ne nous a été légué au moment de notre naissance. Voilà la raison pour laquelle je fais tout ce que je fais. Donc, j'écris, donc il y a un certain nombre de livres qui sont publiés. Le dernier, c'est celui que j'ai évoqué, qui est sur management. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce livre, peut-être qu'on en parlera. Et évidemment, moi, mon slogan, c'est changer le monde en changeant ceux qui le font, dans la mesure où les dirigeants que nous sommes, eh bien, nous avons une responsabilité encore plus grande peut-être que l'homme ou la femme de la rue, dans la mesure où nous sommes responsables des autres, responsables des équipes. Et donc, on a un effet de levier beaucoup plus. Donc, changer le monde en changeant ceux qui le font. Souvenez-vous, on a tous vu ce film de Spider-Man. Il faut savoir citer les grands auteurs. Et donc, à grand pouvoir, grande responsabilité.
Voilà. Et étant donné que j'ai finalement pas beaucoup de temps pour faire ça, puisque je suis aussi enseignant de Qigong taoïste, donc chacun d'entre nous, on a plusieurs vies, eh bien, j'ai beaucoup de plaisir à me faire accompagner par des Tao consultants, je les appelle comme ça. J'ai créé un réseau avec des consultants qui ont compris la finalité, qui eux-mêmes sont coachs, sont consultants, qui s'intéressent à la médecine chinoise, à la sagesse taoïste. Donc, je forme ce réseau avec un très grand plaisir sur les outils parce que eh bien, je n'ai pas le temps de tout faire et plus on sera nombreux sur le pont, plus on sera efficace et plus on pourra faire bouger les lignes. Donc, si ce réseau des Tao consultants vous intéresse, écoutez, à votre disposition pour en parler. Voilà, donc je vais démarrer non sans consulter voilà, mon petit chronomètre. Notre époque a besoin de nouveaux dirigeants, on le sait, les dirigeants du troisième millénaire. Alors, on va voir ce que c'est ces dirigeants du troisième millénaire. Et pourquoi je ne les ai pas appelés les dirigeants du 21e siècle ou les dirigeants du futur? Eh bien, parce que le dirigeant du futur, c'est quelqu'un qui est capable de penser le temps long et notamment de raisonner non pas simplement en tant qu'individu, même pas en tant que chef d'équipe, même pas en tant que responsable d'entreprise, mais en tant qu'humain. Et donc, un humain, il pense à l'espèce qui est la sienne, et donc un dirigeant du troisième millénaire, il a compris que tout était interdépendant et que si on voulait un avenir à notre espèce, il fallait non plus simplement raisonner pour sa petite pomme, mais simplement pour l'ensemble des pommiers, pour l'ensemble de l'humanité. Et donc, ce n'est pas tant la nature qui est en jeu aujourd'hui, parce que la nature a le temps pour elle. Donc, la planète a déjà connu 5 grandes extinctions d'espèces. Même si on entame la 6e aujourd'hui, chaque fois, il y a 500 millions d'années, 98% des espèces ont disparu de la surface de la Terre. La nature est capable, parce qu'elle a le temps pour elle, de se renouveler, de générer de nouvelles espèces. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quid du devenir de l'espèce humaine qui n'a que 300 000 ans d'âge. Donc on estime que l'Homo sapiens sapiens est apparu sur la surface de la Terre il y a 300 000 ans. Si on continue simplement à faire ce que l'on fait comme on le fait, les gages de la survie de notre espèce humaine, là pour le coup, non pas de l'ensemble des espèces, mais de l'espèce humaine. Donc c'est la raison pour laquelle je pense à un dirigeant du troisième millénaire et que j'ai écrit quelque part dans un article sur LinkedIn, je crois, que le dirigeant véritable, c'est celui qui pose la question de l'an 3000 et qui s'interroge sur les conditions de vie et de survie de l'an 3000. Alors, ce n'est pas quelque chose d'évident en soi, puisqu'on est dans le monde de l'urgence. En revanche, je pense véritablement que celui qui est un humain véritable ou un dirigeant véritable, c'est celui qui est capable de se projeter en 3000, parce que c'est quelqu'un qui a compris l'impermanence et l'interdépendance des choses. Bon, donc, c'est une conférence qui durait un certain temps. On va tout de suite aller à la conclusion. Que, évidemment, il faut changer pour assurer une pérennité humaine et puis les conditions de notre bonheur terrestre. S'il s'agit pour les uns et les autres de vivre, mais dans des conditions infernales, franchement, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, ce n'est pas ce à quoi j'aspire, à la fois à titre personnel, pour mes enfants et mes petits. Il y a urgence, on le sait, on ne va pas, il suffit en tout cas d'allumer un poste radio, une télé, et puis lire les notifications smartphone qui arrivent tous les jours pour comprendre que, franchement, il faut bouger notre tête, et ce, très rapidement. En revanche, les bonnes nouvelles, j'en ai deux que je ne peux pas développer ce matin, c'est que tout peut aller très vite parce que tout est interdépendant. Donc, il faut également commencer par les dirigeants parce que ce sont eux qui ont une force de frappe et une capacité d'impact beaucoup plus importante que les autres. Bonne nouvelle également, c'est qu'on a 30%, les études démontrent qu'il y a 30% de la population globalement qui comprend peu ou prou ce que je viens de vous raconter. Alors, vous pourriez me poser la question, mais quoi changer? Là encore, je n'ai pas trop le temps de fonctionner en teasing avec chacun d'entre vous, mais la réponse est assez simple. C'est tout, notamment le rapport à nous-mêmes, nos modes de vie, le rapport évidemment aux autres. C'est pour ça qu'on parle de bienveillance dans les entreprises de plus. Le rapport à l'entreprise, à l'organisation. Qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce qu'une organisation? De quelle manière une entreprise est-elle à même de changer les modules, de changer notre façon de vivre, non seulement ici, mais également ailleurs? Souvent, les entreprises négligent leur capacité de changer le modèle qui est le elles se contentent pour beaucoup de générer un chiffre d'affaires, au mieux de satisfaire
d'améliorer la satisfaction du collaborateur, évidemment celle du client, point barre. Eh bien non, l'entreprise elle est capable de faire bien plus. Et beaucoup de chefs d'entreprise, de patrons, de dirigeants n'ont pas conscience que, de manière consciente ou inconsciente, l'entreprise a un impact sur le monde. Et donc, plus l'impact sur le monde sera conscient, intégré dans le business model, plus en tout cas on a de chances de faire changer notre plan de réalité tel que les uns et les autres nous le connaissent. Et donc, changer évidemment le rapport à la nature, le rapport au monde, le rapport au vivant en tant que tel, au visible, mais aussi à l'invisible. Donc, il y a quantité de choses à changer. On le sait, on est à un carrefour et j'ai dû mettre une planche derrière, c'est ce qui rend notre époque passionnante. Souvent, on a quand même une fois qu'on a dit ça, on se dit, oh là là, mon Dieu, tout va mal. Et, là, on se rapproche de nous. On retrouve son arbre, puis on se dit, on va attendre la fin tranquillement. Donc, pas du tout. Le discours, il est au contraire extrêmement enthousiasmant. C'est que nous sommes à un carrefour de société. On n'a plus le choix de ne pas changer, en fait. Donc, on est condamnés les uns et les autres à changer si effectivement on veut éviter un scénario plus défavorable et plus anxieux. Donc, au contraire, c'est une formidable opportunité pour les uns et les autres pour changer tout ce qu'il y a à changer et transformer le monde en mieux. Et justement, tout ce qui est en train de nous arriver, c'est autant de phénomènes ou d'épiphénomènes qui expliquent que aujourd'hui c'est le temps du changement et on est attendu sur cette responsabilité générationnelle, puisque les générations qui viennent vont nous regarder avec cette responsabilité très particulière qui est la nôtre aujourd'hui, qui est celle de notre génération, pour savoir concrètement si on a su prendre le bon chemin, prendre les bonnes décisions, ou au contraire si on s'est complètement planté finalement en laissant perdurer un modèle que l'on savait condamner. Donc aujourd'hui, c'est notre responsabilité de société, de génération et donc de dirigeants et donc d'individus responsables. C'est ce qu'on appelle la conscience. Donc voilà, donc tout ça, c'est ce que je raconte dans mon bouquin. Alors on fait comment, bien sûr. Juste un mot sur le dirigeant du troisième millénaire. D'où tout cela est venu? Eh bien, il y a un proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». À chacun sa tradition, à chacun ses sources d'inspiration. La mienne, elle est taoïste, donc je suis toujours membre d'une école taoïste qui s'appelle Tam To Moon Phai. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé tout ça. Je suis moi-même enseignant de Qigong taoïste. Et donc dans la tradition, il y a 2500 ans, eh bien, un dirigeant, je vais tout de suite aller à la conclusion, un souverain qui se dit Wang en chinois, c'est quelqu'un, donc vous voyez, il y a à gauche, il y a les trois plans, le plan du ciel, le plan des hommes et le plan de la terre. Et donc, un dirigeant véritable, et à l'époque, l'empereur était le dirigeant véritable parce qu'il avait cette responsabilité de l'empire, eh bien, c'était un homme. Désolé, à l'époque, il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas d'impératrice. Je suis vraiment désolé là-dessus. Donc, l'empereur, disons ça comme ça, eh bien, c'était le fils du ciel. Donc, c'était Tianzi. Tianzi, donc, c'est celui qui reçoit ces injonctions du ciel et qui fait en sorte que son empire soit gouverné à l'image du ciel. Donc, il y a une inspiration céleste et l'empereur, c'était celui qui était inspiré par le ciel. Alors, aujourd'hui, on ne parle plus comme ça. Simplement, le ciel pour un chef d'entreprise, pour un dirigeant, c'est ce que l'on appelle la vision. D'accord? C'est une sorte de projet fédérateur qui dépasse chaque individualité et qui fait converger finalement les envies des uns et des autres d'aller converger vers une utilité supérieure qu'on peut appeler le projet, la raison d'être, la vision et la mission supérieure de l'entreprise. L'homme, évidemment, alors là on retrouve au niveau du dirigeant de l'entreprise, eh bien, le manager, celui qui est capable de discuter, de communiquer auprès de ses équipes, de communiquer auprès de ses clients. Il y a des qualités de communication, des qualités d'empathie, des qualités relationnelles, des qualités émotionnelles. Donc là, c'est véritablement le barreau intermédiaire, c'est celui-là. Et dans une entreprise, c'est la qualité managériale, c'est évidemment la qualité relationnelle, la qualité de communication. Les conditions de travail, pourquoi pas. Donc, et puis ensuite, en bas, évidemment, on a le barreau du bas, et bien, ce sont toutes les ressources. C'est le réel, c'est cette aptitude finalement à identifier les signaux faibles ou forts du marché, c'est la veille de marché, ce sont les ressources, c'est la gestion, c'est la finance, c'est tout ce qu'on sait faire finalement et bien faire dans une entreprise. Donc cette aptitude finalement à bien gérer les ressources, l'empereur à l'époque, eh bien, il devait s'assurer que les marchandises étaient apportées dans les bonnes provinces, etc., pour éviter la maladie, la famine,
Donc, et lui-même était en charge d'une administration conséquente, considérable. Et donc, l'empereur véritable, c'est celui, évidemment, qui a la vision en résumé, c'est celui qui est capable de parler à son royaume, à son empire, et qui également est capable de gérer, d'être un bon gestionnaire et d'être capable de bien appréhender le réel. Et donc, quand on tire un trait vertical sur ces trois plans, eh bien, on obtient Wang, qui est l'idéogramme, le sinogramme qui veut dire roi souverain en chimie. D'accord? Et donc, on voit bien les parallèles que l'on peut trouver entre l'idéogramme de la tradition et puis la réalité de vision, d'ambition, de stratégie, de communication, de management et également de gestion. Avec le plancher, et la réalité. Donc, vous voyez comment l'histoire peut rattraper le moderne et comment un idéogramme comme celui-ci peut être extrêmement contemporain. Je n'ai pas le temps de vous parler du développement durable parce que cet idéogramme peut nous emmener très très loin. On peut même récupérer la symbolique du développement durable et également de la triple utilité, c'est-à-dire moi, les autres et le monde. Mais ça nous emmènerait assez loin. Non, là-dessus, j'ai oublié de poser la question. Dirigeant du troisième millénaire, eh bien, c'est quelqu'un qui met son existence et son activité socio-économique au service de son bien-être, évidemment, et de sa croissance personnelle, ce que j'appelais l'ego réalisé, du bien-être et du plus grand monde, ça c'est l'ego serviteur, serviteur de quelque chose qui nous dépasse, de la résolution des problèmes de l'humanité et du monde vivant, c'est-à-dire que chaque fois que j'agis en tant qu'individu, mais aussi en tant que dirigeant, en tant que manager, j'ai quelque part dans mon esprit l'idée de également contribuer au monde et de rendre ce monde meilleur. Et ça, chaque fois, je me pose la question de savoir si ce que je fais n'est pas en contradiction avec l'établissement et l'installation d'un monde meilleur, à la fois pour moi, pour mes proches et aussi et pour l'ensemble. C'est quelque chose, on change véritablement de cerveau, on remet le cerveau dans le bon sens. Voilà, pour la pérennité de l'esprit. Et puis, si ça nous intéresse, on peut aussi aller s'engager dans une logique de verticalité que j'appelle l'ego sublimé avec mes mots. C'est-à-dire, parce que le Qigong, par exemple, est une voie mystique d'élévation. Il existe quantité de voies, donc l'ego du troisième millénaire peut aussi utiliser la voie de la spiritualité pour conduire, aider, même trouver des solutions à son action. Pas obligatoire, mais c'est très important. Alors, on fait comment? Eh bien, c'est tout l'objet du livre. Donc, le livre, il est en haut à droite. Vous avez l'illustration. Et donc, il y a 18 chapitres. 18, je n'ai pas le temps de rentrer dans le domaine de la symbolique taoïste du 18. 8, en fait, 8 plus 1 égale 9. 9, c'est le cycle. Et après, on retrouve l'unité et on retrouve la notion de cercle. Il faudrait peut-être que tu ouvres un compte. Et donc, on voit que ce livre est structuré un peu comme l'ombelle d'une fleur, avec au centre évidemment le D3M, notre dirigeant du troisième millénaire. Tout autour, donc un premier niveau avec 8 chapitres autour du développement de l'harmonie, de l'écologie du dirigeant en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Ensuite, on trouve 7 chapitres sur l'organisation. Donc, voilà, et là, on a d'enseignements sur et puis les 3 derniers chapitres, raisonner donc le dirigeant du millénaire plutôt en tant que citoyen du monde, avec des choses qui nous emmènent extrêmement loin, mais qui sont également intéressantes parce que l'homme ou la femme est une totalité. Donc évidemment, il y a soi, évidemment, il y a les autres, mais aussi, on a cette dimension universelle. Il ne faut pas oublier qu'on a tendance dans nos sociétés modernes et occidentales à évacuer, parce qu'on considère que nous sommes aussi une forme de verticalité, que notre corps notamment. Et ça, tous les arts énergétiques, que ce soit le yoga, que ce soit le qigong, nous rappellent que nous sommes plus grands que ce que l'on croit. Voilà, donc avec les 9 minutes qui me restent, je n'aurai pas le temps de tout vous dire. Donc, je vais probablement balayer les planches. Je vais m'arrêter sur les messages qui me paraissent essentiels à vous passer. Le premier message pour moi qui est un des plus importants, c'est celui de disposer d'une vision. Dans mes mots, j'appelle l'envision. L'envision, c'est quoi? C'est la vision qui donne envie. Les mots sont extrêmement connotés, c'est la raison pour laquelle j'invente des mots pour reconsidérer les concepts. Si vous posez à 10 dirigeants ce qu'ils mettent derrière le terme de vision, vous aurez 10 réponses différentes. Raison pour laquelle j'ai décidé de balayer tout ça et d'utiliser mes propres mots. Le mot que j'utilise pour pour me rapprocher le plus de la vision, c'est l'envision, c'est-à-dire la vision qui donne.
C'est quoi une vision qui donne envie? Eh bien, c'est simplement un rêve d'entreprise. Qu'aujourd'hui, on retrouve dans la loi Pacte, par exemple. Vous voyez, je sais de temps en temps revenir sur des choses extrêmement concrètes. Même les politiques s'intéressent à cette notion-là en se disant que, évidemment, que les entreprises ont pour objectif de générer du cash pour assurer leur propre pérennité. Mais derrière, on invite de plus en plus une réflexion, et c'est la loi Pacte et les politiques justement qui ont cette conscience-là. Et franchement, c'est plutôt un plus, c'est un mieux, et je le salue ici. C'est cette notion de raison d'être, cette notion de mission supérieure. Et donc, c'est dans la loi. Alors, évidemment, c'est du soft law, c'est-à-dire qu'on invite l'entreprise à réfléchir à la contribution possible de l'entreprise dans la société. On appelle ça les biens communs. Comment l'entreprise et en quoi notre entreprise, même si je fabrique des pots de yaourt, contribue-t-elle, pourrait-elle contribuer à une meilleure société, à un bien collectif supérieur, et pas simplement générer un chiffre d'affaires, pas simplement satisfaire les collaborateurs et avoir des bons yaourts, mais véritablement en quoi mon entreprise peut-elle contribuer à l'épanouissement de la société. Je dis n'importe quoi, si je fabrique des pots de yaourt, pourquoi je ne travaillerai pas dans le domaine des produits laitiers, donc peut-être de l'alimentation des enfants, et pourquoi pas un élevage des vaches équitable. Vous voyez en quoi une entreprise n'est pas simplement du business as usual, un producteur de cash, mais véritablement un créateur de monde meilleur. Donc, l'ambition, c'est ça. Et on comprend avec ces mots-là que notre produit ou notre service, pour le dirigeant du troisième millénaire, n'est qu'un moyen finalement d'améliorer le monde tel qu'il est. Et si je fabrique des pots de yaourt aujourd'hui, le pot de yaourt n'est pas la finalité, le cash lui-même n'est pas la finalité, mais c'est le moyen, sinon le prétexte, de faire des choses beaucoup plus hautes, beaucoup plus porteuses de sens que si je devais simplement fabriquer des pots de yaourt et nourrir la population, ce qui en soi est déjà un objectif. L'envision est aussi intéressante dans un monde VUCA. Vous savez que le monde des VUCA, il est volatile, il est complexe et il est ambigu. L'intérêt d'avoir une envision, c'est que lorsque je me pose des questions de savoir quel est l'axe stratégique que je dois adopter, quel est le collaborateur que je dois nommer, quel est le recrutement que je dois réaliser, eh bien, si je me pose la question entre deux variables, entre deux alternatives, j'opterai toujours pour celle qui contribue le plus à la vision et au projet supérieur. Et donc, on sent bien que ça devient extrêmement simple de décider. Dans un monde où tout bouge tout le temps, tout est incertain, flou, etc., eh bien, je prends dans tous les cas la décision qui contribue à mon projet supérieur. Et donc, on résout un paquet de décisions, d'ambiguïté, quand il s'agit de nommer les gens dans les postes, de recruter, de prendre des axes stratégiques, de choisir des marchés ou des partenaires. Je choisirai toujours le partenaire qui est en phase avec moi par rapport au projet supérieur qui est le mien. Donc, ce sont des choses extrêmement utiles. Alors, après, on peut prendre des exemples. L'histoire du DAB, pas trop le temps de développer, mais c'est l'histoire vraie d'une entreprise qui fabrique des distributeurs de billets d'occasion. Et donc, les résultats, à un moment, ont diminué, ont chuté. Le patron a réuni ses équipes en disant, bon, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, pour redresser la situation économique de l'entreprise. Et donc, il a osé poser la problématique sur le plan du sens. Et à ce moment-là, spontanément, il y a l'un des collaborateurs qui est des salariés. Mais finalement, on ne distribue pas, on ne vend pas des distributeurs automatiques de billets, parce que notamment, il les envoyait dans les pays émergents. Et on contribue au développement économique de l'Afrique. Et à ce moment-là, le projet de l'entreprise n'est pas tant de distribuer des distributeurs de billets en Afrique, mais de contribuer au développement économique de l'Afrique. Et à ce moment-là, tous les partenariats qu'ils trouvent, c'est évidemment pour vendre des distributeurs de billets d'occasion, mais pourquoi pas demain faire du microcrédit, etc. Et donc, tout le business model de l'entreprise change et on demande aux salariés d'être extrêmement innovants pour trouver de nouveaux éléments de valeur et leviers, de création, donc des leviers de création de valeur. Et donc, tout le monde à ce moment-là devient acteur pour créer le business model. Donc, on bouleverse quand même tout ça et à partir de là, on sent bien comment les choses peuvent être. Si on avait du temps, je pourrais vous poser la question vraie également sur l'envision pour un fabricant de sanitaire. Ça peut être assez rigolo à jouer. Je le joue dans les ateliers, je le joue dans les conférences. On passe un très bon moment là-dessus.
une entreprise et dont je vous parlerai. Donc, voilà. Donc, trouvez la finalité, le rêve de votre organisation et faites-en le patron parce que là aussi, ce sont des teasings que je fais en conférence. Le vrai patron de l'entreprise, ce n'est pas le numéro un, ce n'est pas le patron, c'est le projet. Et donc, et quand on a compris ça, on a compris quelque chose. Et donc, c'est une posture d'humilité de la part de dirigeants qu'on appelle donc également, donc c'est Joe Collins qui appelle ça des dirigeants du pas de 5e niveau, j'ai oublié le nom là-dessus. Voilà, des dirigeants, etc. Différentes appellations dans la littérature. Moi, je les appelle les dirigeants. J'ai conscience que ça va vite. Hein. J'en suis désolé. Et donc, dans les entreprises conscientes, les organisations conscientes, à ce moment-là, le comité de direction, le COMEX, accepte d'indexer une partie de la rémunération des dirigeants, non pas simplement sur les résultats financiers, non pas simplement sur la satisfaction des collaborateurs ou des clients, qui est déjà le niveau 2, mais également sur les KPI, donc les indicateurs clés de l'envision. Ce qui n'est pas toujours évident à faire, mais je peux accompagner les entreprises sur l'établissement de ces KPI. Associer les fournisseurs, il y aurait plein de choses à dire aussi pour dire que si vous faites des choses dans votre entreprise, pensez à associer aussi vos fournisseurs. Les fournisseurs ne sont pas que des larbins ou les esclaves modernes. Les fournisseurs aussi sont des gens que l'on peut associer en vision. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous répondre dans le domaine de la prévention sécurité. On peut faire plein de choses. Donc, il y a plein de méthodes, de façons d'approcher l'envision. Je suis désolé, ouais, je ne traiterai que l'envision ce matin parce que je n'ai pas le temps de traiter autre chose. Vous pouvez répondre à la question suivante. De quelle manière mon produit, mon service pourrait-il aider, par exemple, à résoudre un ou plusieurs problèmes de l'humanité? Ce qui est intéressant, c'est que l'ONU, par exemple, a rassemblé tous les problèmes de l'humanité en 17 problèmes. Les 17 problèmes, ils sont là. Donc, posez-vous la question en tant que dirigeant dans votre entreprise, de quelle manière votre entreprise, en fonction de son secteur d'activité, pourrait contribuer à l'un de ces 17 enjeux de l'humanité. Et je rajoute d'ailleurs un 18e, et celui de la maîtrise de la démographie, parce qu'on parle de problèmes environnementaux, mais je reste persuadé qu'un des gros problèmes aussi de notre espèce, en tant qu'espèce, et l'origine de la dérégulation de l'environnement, c'est les problèmes de surpopulation. Et tant qu'on ne réglera pas ce problème de surpopulation, parce que tout être humain qui naît aujourd'hui sur la planète, eh bien, c'est un consommateur qui a besoin de crèches, qui a besoin de routes, qui a besoin d'avions, qui a besoin de maisons, qui a besoin de se loger, qui a besoin de l'eau, qui a besoin de nourriture, etc. Et qui crée une tension supplémentaire à tout niveau sur le plan environnemental. Donc, chaque individu qui naît est quand même une tension supplémentaire quant à nos conditions de vie futures. Et quand on sait qu'il y avait 1 milliard d'habitants à la fin du 19e siècle et qu'on va être 11,2 milliards selon les études démographiques en 2100, et on sera 9 milliards en 2050, c'est passablement inquiétant. Donc, aujourd'hui, je considère que l'enjeu démographique est un jeu dont personne ne parle parce qu'il est hautement tabou, pour plein de raisons, mais qui, pour moi, est un levier, en tout cas, d'amélioration de nos conditions de vie considérable et structurelle. Voilà, je n'ai pas le temps de vous parler d'autres choses. Je suis vraiment désolé, il y a plein de choses amusantes à faire, etc. C'est l'objet de tout ce que je voulais vous raconter. L'équation du bonheur, il y a plein de choses dans le livre, vous verrez. Donc là, vous voyez des 8 actions que parfois, à l'occasion de conférences récentes que j'avais organisées, eh bien, il y avait ces 8 actions-là, si vous voulez les parcourir. Il y a évidemment bien beaucoup d'autres choses, et donc je n'ai parlé que du premier point. Et donc, je conclus notamment cette conférence en oui, mais enfin, on est trop petit, on a cette projection, on est trop petit, on n'a pas d'impact sur le monde. Eh bien, c'est le Dalai Lama qui répond, si vous avez l'impression d'être trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Donc, on se croit petit, mais en fait, on est souvent qu'on est, tout est interdépendant, c'est aussi le poids de la nature. Et c'est tout ce que je raconte, notamment à l'occasion des week-ends initiatiques du Tao que j'organise avec des dirigeants. Si vous êtes intéressé aussi de week-end, donc au-delà de la lecture du livre, eh bien,
disposition avec vous. Voilà, j'ai essayé vraiment en 30 minutes, vous avez vu que ce n'était pas simple de présenter très rapidement le contenu, voilà, de vous parler bien en vision. Et donc, je vais répondre à vos questions aujourd'hui, peut-être au travers des questions que vous m'avez posées. Remontrer l'arbre en salle de réunion. Ok. C'est une idée que j'ai eue en discutant avec un ami. Concrètement, l'arbre, c'est une action extrêmement simple. L'action, elle dit la suivante. Elle dit, lorsque vous avez des décisions à prendre et des décisions importantes, vous-même, en tant que dirigeant, votre entreprise prend des décisions importantes. Il y a une action très simple que je vous invite à faire, parce que souvent, quand on prend les décisions, on pense évidemment à son chiffre d'affaires, on pense à son client, naturellement, beaucoup moins souvent à ses fournisseurs et on pense régulièrement à ses collaborateurs. Vous voyez, donc voilà les acteurs qu'on appelle les parties prenantes en démarche qualité, que l'on convie, que l'on invite à son tour de table pour se dire quels sont les impacts des décisions que l'on va prendre sur les 4 acteurs que je viens d'évoquer. Plus rarement, la nature, pour les entreprises qui ont une démarche RSE. Et donc, pour être sûr, en tout cas, donc, il y a tout ce que j'appelle les PPS, les parties prenantes silencieuses. On ne convie pas quasiment jamais autour de ça. Les parties prenantes silencieuses, c'est qui? C'est l'ensemble du monde vivant, c'est-à-dire la faune, la flore, les insectes, les brins d'herbe, les fourmis, tout ce que vous voulez, tous ceux que l'on ne voit pas. Mais il y a également les générations qui viennent, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas encore nés. Et les décisions que l'on prend ont un impact, pour certaines d'entre elles en tout cas, sur les conditions de notre futur. Si on décide de construire un hôtel sur le littoral atlantique méditerranéen, forcément, ça va dégrader la beauté du monde. Et donc, si je devais être promoteur, peut-être que je m'interrogerais pour savoir si le fait de mettre un hôtel à cet endroit-là ne dégrade pas les conditions de l'humanité demain et ne fait pas reculer le beau et les conditions de vie futures. Donc, une idée, un conseil en tout cas, que je recommande très souvent aux dirigeants, c'est dans vos salles de réunion, là où généralement vous prenez vos décisions, mettez soit un chevalet avec nature dessus ou arbre, ou alors mettez un bonsaï, ou alors mettez une chaise vide avec un arbre, et donc remplacez une chaise par un arbre, ou par un bonsaï, ou par un chevalet sur lequel il serait marqué nature. Et au moment du tour de table, lorsque vous demandez à chacun, bon, qu'est-ce que tu penses de l'action que l'on va décider, soit du collaborateur, soit de l'action stratégique, soit de l'envision, faites le tour des décideurs autour de la table. Et à un moment, vous allez vous arrêter sur cet arbre-là. Alors, un arbre, un bonsaï, ou alors un faux arbre en carton, en papier. Et puis, vous allez interroger l'arbre et vous allez lui demander, et toi, arbre, que penses-tu? Et évidemment, il représente l'ensemble du monde vivant, il représente les générations à venir, il représente le beau, il représente l'harmonie. Et vous lui demandez, et toi, que penses-tu de la décision qu'on s'appelle? Et à ce moment-là, l'idée d'avoir un arbre dans la salle de réunion, déjà, ça va faire jaser à l'interne, éventuellement à l'externe si vous faites venir des clients, pourquoi pas l'actionnaire. Et ensuite, ça vous oblige, en tout cas, à vous imposer cette question-là, de vous dire, au fait, quel est l'impact de ma décision ici et maintenant sur les générations qui viennent, sur l'ensemble. Et donc, c'est aussi simple que ça. Et par exemple, si je devais être Bolsonaro au Brésil, j'aurais ma salle de réunion au Brésil. Et à ce moment-là, Bolsonaro il s'arrêterait sur l'arbre et à ce moment-là, il se poserait la question de savoir quels sont les impacts environnementaux des routes qu'il a l'intention de tracer au fin fond de la Bolivie, des barrages hydroélectriques qu'il a l'intention de créer sur la faune, la flore, les populations, etc. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, moi, je conseillerais en tout cas à Bolsonaro d'avoir un arbre dans sa salle. Je reprends. Bon, mais je te pose la question. De façon très concrète, en fait, si on prend l'exemple des investissements, mais il y a d'autres domaines d'application, on va avoir une logique dans une séance du contrôleur de gestion, du directeur financier, où il y a 25 000 projets et l'enveloppe globale étant limitée, à un moment, on va faire un tri. On a une logique actuelle très simple. On dit, on regarde le taux de rentabilité
et on prend dans le cadre de notre enveloppe en prenant les plus rentables. Si on inclut une dimension un petit peu adéquation avec la vision de l'entreprise, la survie de l'humanité, on sort d'une logique simple de choix et on entre un peu dans l'arbitraire parce qu'on ne sait pas mesurer dans quelle mesure un projet va mieux et dans quelle mesure il va plus répondre à des besoins de survie de l'humanité, de développement de l'humanité ou pas. Comment traitez-vous ça dans vos séminaires? Ouais. Donc, la question, si je la reformule, c'est de tous les projets finalement et de toutes les décisions que l'on a à prendre, comment savoir quelle est celle qui contribue le plus à l'ambition, en fait, hein, c'est-à-dire au projet supérieur. Réintroduire quelque chose qui permettra de faire un tri entre des projets. C'est-à-dire une espèce de rationalité, parce qu'une rationalité économique, si on l'enlève, à un moment, on a des équipes, ils disent « Ouais, mais on fait quoi ?» Alors, déjà, la rationalité, on l'enlève. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce sont des rationalités cumulatives. Donc, il y a en premier point, évidemment, la rationalité économique. Ensuite, il y a aussi une rationalité sur la satisfaction client, la satisfaction des collaborateurs, etc. Et ensuite, il y a une rationalité supplémentaire, ce sont des rationalités cumulatives autour de la survie de l'humanité et de l'harmonie du monde de manière générale. Donc, chacun des projets doit être apprécié sur la base de ces trois rationalités. D'accord? Et donc là, concrètement, après, il faudrait voir au cas par cas, en fonction des décisions, des questions qui se posent, des projets en cours, etc. On pourrait, par exemple, positionner tous les projets en ligne et en colonne, donc indiquer donc, chacune des rationalités que je viens d'évoquer, par exemple, rationalité économique, rationalité satisfaction client-collaborateur, et une troisième colonne, rationalité monde. D'accord. Ensuite, on pourrait affecter des notes à chacune de ces rationalités-là. Si on veut complexifier le modèle, on peut introduire une pondération sur chacune de ces rationalités. Par exemple, on pourrait considérer que la rationalité économique, on va dire ancien monde, ancien modèle, c'est 60% de la note totale. La satisfaction du client et des collaborateurs, c'est 30%. Et peut-être la satisfaction de l'harmonie du monde et la survie de l'humanité, 10%. Ou l'inverse. Donc là, il y a un jeu déjà de pondération de chacune des rationalités. On passe l'ensemble des projets ensuite en revue, on donne une note et ensuite on a le résultat. D'accord. Donc là, on revient très cerveau gauche pour hiérarchiser les décisions que l'on a à prendre au regard des rationalités évoquées. Et pour la rémunération, c'est la même chose. Donc je vais reprendre une planche, par exemple, que je peux, voilà, c'est celle-là. Donc concrètement, ici, je ne sais pas si vous le voyez, si mon écran est toujours partagé, mais c'est cette idée-là, finalement, on voit les trois rationalités qui sont ici. Étant donné que j'ai plein de fenêtres qui se sont ouvertes sur mon écran, je ne vois plus trop le mien, mais c'est pas grave. Donc, concrètement, on voit que, voilà, il y a l'utilité à moi, l'utilité à l'autre et l'utilité. Et donc, passer en revue chacun de ces projets au regard de ces trois utilités pondérées, on met une note à chacun des projets, je pense qu'on peut déjà trouver une hiérarchisation intéressante. D'accord, merci. Pour ma part, je vais donc couper la webconf. Donc, belle journée à tous. Profitez du soleil pour ceux qui sont à Toulouse et peut-être à bientôt à chacun d'entre vous. Merci Laurent. Merci.